Bonsoir tout le monde et bienvenue dans la rubrique de G. C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus pour une vidéo toute particulière. Une vidéo à la cool, mais avec un nouveau concept de vidéo, on peut le dire déjà. Et pour le coup, je ne suis pas seul. Alors d'habitude, je suis avec Dramout pour les docs. Et ce soir, je suis avec Spider-Mat. Comment ça va, Spider-Mat? Ça va très bien et toi? Eh ben, ça va pas mal du tout, puis je suis très content de pouvoir, alors j'allais dire d'initier ce nouveau format de vidéo, mais absolument pas, parce que c'est pas moi qui suis à l'initiative, mais c'est toi. C'est vrai. Bah oui, quand même, hein. Et du coup, qu'est-ce que ce sera ce format? Bon, j'adore Hulk, ça, C'est de notoriété publique. j'ai envie de dire, jusqu'ici, je trahis pas un grand secret, Non, hein. jusqu'ici tout va bien. Globalement, voilà. Mais tu m'as fait le Mhm. bonheur, le plaisir également de partager cette passion, on peut le dire. Si, on va le dire, hein. On va On le va le dire dire. que c'est une passion. C'était pas une Mais bon, question. encore. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de proposer une émission par intégrale qui est parue du côté de chez Panini Comics. Sauf Histoire la de première pouvoir... intégrale, peut-être du qu'on y coup. reviendra un moment ou un autre, on n'en a même pas parlé. Ouais, c'est vrai, on n'a même pas Mais parlé, mais on voulait commencer par le run de Peter David. exactement. Voilà. Alors, je sais pas pour toi, mais on va pouvoir en discuter après. Mhm. Pour moi, l'objectif, je ne te cache pas que je suis sur les réseaux sociaux et que je vois bien tout, évidemment, qu'il y a trop du cul, souvent à la gueule enfarinée, tu vois, qui te disent oui, Hulk, c'est que Ouga Booga, Pampan la bagarre. Et c'est vrai que j'essaye un tout petit peu de mettre, on va dire, un petit peu en relief cet avis, parce qu'évidemment, Hulk, il offre pas des bouquets de roses, mais j'essaye aussi d'expliquer que le personnage, il a véritablement une profondeur, il y a vraiment des auteurs qui ont marqué ce personnage et que c'est pas simplement un gros balourd qui met des tartes, hein, et qu'il faut être Tout à fait. soi-même un gros balourd pour pouvoir dire de telles conneries sur les réseaux sociaux ou ailleurs en société, peu importe. Et donc je trouve que c'est super intéressant que de pouvoir proposer cette petite émission qui va revenir à chaque fois sur une intégrale et essayer un petit peu de mettre l'accent sur ce qui fait la qualité ou les défauts aussi du run de Peter David. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a motivé? À la base, j'avais acheté ces intégrales donc de Hulk parce que j'adore Todd McFarlane. Et c'est dessiné par Todd McFarlane, les deux premières intégrales. Parce que j'adore Spawn. Et à la base, j'avais commencé pour ça. Et ensuite, par la suite, j'ai entendu dire que Peter David, c'était le meilleur run sur Hulk. On peut le dire, hein, on peut le dire. C'est considéré comme le plus C'est long et le considéré. meilleur. Après, le meilleur, on peut en discuter, mais Oui, le plus long, ouais, je crois, le plus long, c'est sincèrement. oui, oui, le plus long. Ouais, ouais, ouais. Et puis bon, Et avec c'est des grands moments. des grands moments, des grands dessinateurs. Hein. On aura Del Keown plus tard. Et puis Georges Pérez dans Futur Imparfait, qui fait partie de ce run, hein, du coup. Et donc au final, je les ai achetés au fur et à mesure. Surtout que les intégrales Panini, on le sait, ça tombe souvent vite en rupture. Ouais. Ça se retrouve à des prix de fou en occasion. Donc je les avais toujours achetés, mais jamais vraiment commencé. Et je m'y suis mis. Et je pensais pas autant aimer et autant prendre de plaisir avec cette première intégrale. Et c'est pour ça Alors, que je t'ai dit, il faut en faire quelque chose. Il faut qu'on en parle. voilà. Et c'est pas moi qui t'ai demandé. Ah non, 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 mais clairement, je me dis, je m'attendais pas à passer vraiment un si bon moment. J'ai lu l'intégrale presque d'une traite. Donc voilà, Alors, ça part de là. j'allais dire, c'est pas dénué de défauts, mais on pourra en reparler après, Oui, parce que c'est des défauts qui sont aussi inhérents c'est peut-être pas. aussi à Voilà. l'époque. Mais bon, voilà. Mais je suis assez d'accord, de toute façon, pour dire que c'est bien. Oh, bah merde. Avant de commencer, avant même de faire le pitch de cette intégrale, Mhm. est-ce que tu peux nous faire un petit topo, on va dire, du contexte éditorial dans voilà, comment est arrivé Peter David et Todd McFarlane, comment ils sont arrivés sur ce titre? Alors, le run de Al Milgrom, donc je ne connaissais pas du tout, venait de se terminer sur le personnage de Hulk. Personne ne voulait reprendre Hulk.
Et à l'époque, donc, Bob Arras, le rédacteur en chef de chez Marvel, donne plus ou moins la série à Peter David, qui n'était pas plus emballé que ça. Hein. De lui-même, il le dit. Hein. Donc, il s'est même dit, si je fais 6 numéros, c'est bien. On lui met dans les pattes un petit nouveau. On lui montre quelques esquisses de ses dessins à Todd McFarlane. On lui dit, est-ce que ça te plaît son travail? Est-ce que tu veux le prendre avec toi? Et lui, encore une fois, de son propre aveu, il dit, j'avais pas envie de mettre dans la merde un jeune qui commence le métier, donc il a dit, oui, ça me va. Voilà, Todd McFarlane, voilà. Et il l'a pris, et puis voilà, ça a donné donc cette aventure. C'était le début. C'était le début. En 87. Donc. Ouais. Et si je te dis pas de bêtises, je crois que quand Peter David il a commencé, je crois qu'il avait fait quelques numéros sur Spider-Man, mais pas la série principale. Je te dirais une bêtise. Il avait fait Peter David avait fait 2 ans sur Spider-Man. Ah ouais, quand même. En fait, il s'était fait dégager. Ça a été très mal vu par tout le monde dans la maison des idées. C'était très mal vu qu'on lui donne Spider-Man parce que tout le monde le voulait un peu, voilà. Et donc ouais, ils l'ont un peu dégagé. Et donc du coup, il s'est retrouvé sur. Et personne dans les grands scénaristes de l'époque, personne n'avait envie de scénariser Hulk. Parce que il disait à l'époque c'était les X-Men et Spider-Man qui étaient sur le devant de la scène. Donc Hulk, personne ne voulait. Clairement, on peut dire que ce qui est quand même avant Peter David. Alors, je suis très très loin de connaître cette période sur le bout des doigts. Mais à des années-lumière, mais clairement, c'est pas des choses qui ont traversé le temps et les âges comme les X-Men, les 4 Fantastiques. Et on est plutôt sur quelque chose qui fonctionnait pas des masses et qui était un peu plus la praline. Et ce que va faire Peter David ensuite sera beaucoup plus intéressant. Mais on va y revenir tout de suite. Et donc, et c'est ça. Et est-ce que tu peux nous faire entre guillemets le pitch? Le pitch, un petit peu, on va dire le point de départ de cette intégrale, parce que Peter David, il arrive, mais en plein milieu d'un truc. Hein. Oui et non, parce qu'en fait, c'est le début d'un nouveau statu quo, en fait. En gros, ils lui ont expliqué comme ça. Quand Bob Arras lui a redonné le truc, il lui a dit voilà ce qui se passe. Rick Jones est tombé dans un bain nutritif. C'est un Hulk vert. Bruce Banner, c'est il y avait un autre Hulk à l'intérieur. Hein. Il y avait le Hulk. Hulk et Banner étaient séparés. Hulk était dans le bain nutritif. Rick Jones, handicapé, tombé dans le bain nutritif. Et tombé. On se retrouve donc avec un Rick Jones Hulk vert, avec un Bruce Banner qui est un Hulk gris intelligent, et qui se transforme que la nuit. Donc, comme le Hulk originel du premier numéro scénarisé par Stan Lee et dessiné par Jack Kirby. D'ailleurs, Peter David revient dessus à un moment et il dit je comprends pas comment on peut me dire, certains lui disaient à l'époque qu'il était pas du tout fidèle au personnage, alors qu'il dit je suis retourné à la base de ce qu'était Hulk, quoi. Et Bruce Banner chapeaute plus ou moins une équipe de Hulkbusters qui sont chargés de chasser là, entre autres, quand on commence l'histoire, chasser Rick Jones, du coup, qui est Hulk. Plus ou moins, donc c'est le départ, le statu quo de départ. Et il va repartir là-dessus. À la base, voilà, les Hulkbusters, c'était pour chasser le Hulk qui avait été... le Hulk, du coup, qui était séparé de Banner. C'est ça. Et ce que je te disais, moi, Hulkbuster, j'étais étonné de lire ce terme, parce que pour moi, Hulkbuster, c'était l'armure d'Iron Man qui servait à combattre Hulk. Donc je ne savais pas déjà que ça avait déjà été créé à cette époque, que c'était vraiment une équipe à part. Donc, voilà. Une équipe qui m'a un petit peu fait penser à ces équipes, genre les Next Men de John Byrne. Ah ouais? Ouais. Un peu gros bras, qui ont chacun une personnalité bien distincte, tu vois. Ça me fait un peu penser à ça dans le style. Ah ouais, oui, limite caricatural, hein, d'ailleurs. Un peu. Le français avec ses moustaches comme ça, oui. Mais et puis ces personnages, en plus, on les reverra même encore plus tard. Pas tous,
mais certain. Et du coup, est-ce que tu veux commencer à nous dire ce que tu en as pensé avant que j'enchaîne Enfin voilà, je sais pas. Qu'est-ce que tu... Je donnais un avis général sur l'histoire, donc pas les dessins. Bon, on Ouais, reparlera peut-être des dessins plus tard. Alors, j'ai passé un super bon moment. Alors, toute cette histoire, d'abord, qui est un peu le premier arc avec les Hulkbusters, c'était un peu du pop en la bagarre, on va pas se le cacher. Mais ouais, l'équipe de Hulkbusters me plaisait bien, ça me faisait penser à une petite équipe, voilà, une équipe genre un peu les X-Men des années 80. Les personnages sont quand même assez attachants. J'ai bien aimé. J'ai été étonné de retrouver un petit côté horreur aussi. On a quelques petites histoires avec Demi-Vie, avec ce personnage, ce monstre qui tue des gens, on sait pas trop qui c'est. Donc c'est un épisode, d'ailleurs c'est celui qui n'est pas décidé par Todd McFarlane. ouais. J'étais étonné de trouver ça, du coup ça m'a vraiment rappelé Immortal Hulk en fait. Vraiment dans le ton de certains épisodes. Ça, j'étais vraiment plutôt agréablement surpris. Tout ce qui est... j'ai beaucoup aimé d'avoir le Hulk gris qui soit intelligent et qui veut tout faire pour se débarrasser de Banner. Ça, j'ai beaucoup aimé. Surtout quand il cherche des petites astuces pour le garder sous contrôle le jour. Tu vois, genre il va se mettre au-dessus d'un rocher et la nuit, il va se transformer le jour et Banner va être coincé sur le rocher toute la journée. Il peut rien faire parce qu'il sait que Banner va essayer de se débarrasser un peu de Hulk. Donc voilà. Mais lui, il veut rester. Et tout ça, vraiment, tout ça se marie bien en fait. On a l'intrigue là, on a les Hulkbusters, on a quelques petites histoires horrifiques comme Pose, on a l'histoire avec Betty. L'histoire aussi avec le Shield, qui aurait une branche plus ou moins corrompue du Shield, qui utiliserait des bombes gamma à mauvais escient. Donc, plein de petites choses en fait. Et sur la fin, on a aussi la fin de cette intégrale, on a Wolverine qui faisait partie donc des X-Men. Parce que aussi au début de cette intégrale, on a aussi quelques épisodes avec X-Force, donc Cyclope, Iceberg et Jean Grey. C'est X-Force ou Factor X? Ah oui, non, t'as raison, c'est X-Factor, c'est ça. C'est ça, c'est pas X-Force, c'est X-Factor. X-Factor. Ouais, c'est ça. Mais donc il se prend aussi un peu le bec avec. Très bons épisodes aussi. Alors, beaucoup de choses en fait, en un peu plus de 10 épisodes, vraiment beaucoup de choses, vraiment. Mais ça passe tout seul, quoi. Ça passe tout seul. Alors, je vais dégager, on va dire, entre guillemets, ce qui pour moi est un petit peu du négatif, mais qui s'explique en fait aussi par l'époque. Tu vois, c'est-à-dire que c'est quand même, alors c'est une expression que tout bon youtubeur comics utilise, c'est verbeux. Voilà, ça parle quand même beaucoup. Pas tant que ça quand même, hein. Pour certains trucs de l'époque. Ah, mais je dis pas que c'est le pire. Je dis pas que c'est le pire, mais ça raconte beaucoup de choses. Et je trouve sincèrement que ça parle quand même beaucoup. Et c'est encore plus flagrant, si tu veux, quand tu compares avec la suite de son run. Ah oui, ça, où il trouve, je pense, Peter David, un petit peu plus un point d'équilibre entre ce que le dessinateur peut raconter de lui-même et ce que lui doit raconter dans des bulles et dans des bulles de pensée. Et du coup, je pense qu'au début, il y a un petit peu de... Ouais, il a beaucoup de choses à dire, quoi. Et ça te donne... Il ne connaissait pas Todd McFarlane. Donc, voilà. Et puis même, c'est un métier qui s'apprend. Je présume... que même si tu as écrit des trucs pendant 20 ans, tu dois remettre un petit peu tes façons de faire à l'épreuve, essayer de les améliorer, essayer de... Voilà. Et c'est ça que j'aime beaucoup, si tu veux, dans les longs runs, c'est-à-dire que tu vois vraiment évoluer les personnages, et tu vois aussi, d'une certaine manière, évoluer les créateurs, que ce soit aussi bien les dessinateurs, mais on va y revenir après, et les scénaristes. Donc c'est vrai qu'il y a, si vous êtes, on va dire, un jeune lecteur et que vous décidez de commencer les Hulk, il faut juste déjà s'attendre à ça et avoir quand même en tête que c'est un truc qui date de 87-88. C'est 87-88, ouais. C'est quand même extrêmement daté, mais ça reste quand même très sincèrement très plaisant à lire. Et voilà. Après, il faut savoir
faire un petit peu ce travail de se remettre dans le contexte, entre guillemets, entre des canons de l'époque. Je te donne juste un exemple, tu vois, qui, moi, m'a marqué dans cette relecture. Et évidemment, on est à la fin des années 80, bientôt le début des années 90. Il y a une manière de dessiner la technologie, de dessiner un cockpit d'un appareil futuriste, où c'est bourré de boutons. Tu regardes les premiers Star Wars, C'est vrai, c'est et vrai. mec, il y a 500 touches dans le bordel, tu vois. Si possible, elles s'éclairent, et c'est Bah, c'est impossible de s'en les rappeler. vaisseaux, d'ailleurs, les vaisseaux qu'on voit tout au début des Hullbusters. Et on dirait plus Oui. des trucs venus de Star Trek. Ah, mais mon pote, ils ont des flingues, des trucs, voilà. À un moment donné aussi, tu vois ce qu'ils appellent les mandroïdes. Mais ce sera peut-être dit dans d'autres intégrales, les mandroïdes du Shield. Des putains de machines quoi, qui étaient vraiment, vraiment géniales. Et donc, voilà, faut se mettre quand même un petit peu dans le délire. Euh, Quand même, tu vois, juste aussi pour dégager un truc, entre guillemets, négatif. Après, je te donnerai mon avis sur le positif. Le Betty. Bon, ben, c'est les années 80, quoi, j'ai envie de te dire. Ouais, le traitement, ça peut plus passer du tout, le traitement d'une femme comme ça. Bah, non. Et elle est Non. énervante, en Et plus. elle est agaçante. Elle est C'est très, énervante. très saoulant. Avec Tu, tu... Ramon. Alors, lui. Alors, qu'on explique un peu qui c'est. Parce que, au début de l'histoire, Banner est marié à Betty. Ouais. Il est marié à Betty. Seulement, il lui a pas dit qu'il est redevenu le Hulk. Elle pense qu'il est plus Hulk. Il supervise Ouais. juste les Hulkbusters pour chasser les Hulk. Sauf que non, il est redevenu Hulk. Et de fil en aiguille, elle va se barrer avec c'est son ex-petit copain, si je me souviens bien. Un Même flirt, sur je sais ça, en même pas fait, trop. C'est ça pas la fait clair. passer pour une cruche parce que c'est pas Ouais, clair. c'est pas Et clair. c'est pas Ouais, clair voilà. pour elle, et du coup, c'est super zarbe. C'est en gros pris de désespoir, si j'ai bien Oui, voilà. compris, dans les épisodes d'avant, elle s'est jetée dans les bras de Ramon. Le cliché espagnol. Ah, bah le cliché mexicain, mais voilà. Ah ouais. Espagnol, mexicain, portugais, ce que tu veux. Hispanique. ça c'est pas possible, tu vois. Voilà. Ça en Ouais. 2021, ça n'arrivera plus. Mais c'est un point d'histoire. Et le problème, c'est Voilà. que justement, quand à un moment donc elle part et que Banner veut la retrouver, on a à chaque fois, vers la fin des épisodes, quelques cases où on voit Betty en train de pleurer. Oh, Banner. Et sur son lit, ou voilà, ou être passer un peu de temps avec son nouveau mec. Hein, donc voilà. Et ouais, c'est vrai que ce passage-là, ça rend pas justice à Betty. Hein. Donc ouais. Et c'est important de le noter parce que Mm. dans les années qui vont venir après et le travail de Peter David, ah bon, ça devient pas un militant LGBTQ. Hein. Que ce soit clair, Peter David, on n'en est pas là. mais clairement, la caractérisation de Betty, elle va carrément évoluer et elle deviendra une femme forte, indépendante, voilà quoi, avec du caractère, une tête bien faite. Voilà, là c'était déjà On partait de nettement mieux. loin. On partait de loin. C'est C'est vrai que vraiment du coup, moi j'avais quand même la Betty, la Betty forte, hein, qu'on a même pu voir dans le film Incroyable Hulk, que dans les comics, voilà, la Betty. Et c'est vrai que là, ouais, je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe donc? Et donc, tu vois, pour revenir sur entre guillemets, les points positifs, ce que j'aime tout particulièrement, c'est comme tu l'as dit, le fait que Peter David, il se soit posé 2 minutes et qu'il se soit dit, bon, bah, je vais essayer de revenir aux origines toutes Ouais. premières du personnage, voulues par Stanley et Kirby. Et ça, c'est Stanley et vraiment Kirby, cool. Ouais. ils avaient, C'est quand ils l'avaient créé, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus, le lien s'affiche quelque part, sur les origines de Hulk. Et, euh, et donc, enfin voilà, c'était vraiment un truc d'horreur, hein, puisqu'il était inspiré du Dr. Jekyll et Mr. Hyde et de la créature de Frankenstein. c'est ça. Même en relisant les premiers numéros, tu as vraiment cette ambiance
horrifique qui se dégage de ces premiers numéros. Et c'est au fil du temps que ça a changé. Et le fait de vouloir revenir à ça, et de faire revenir sur le devant de la scène, clairement, le Hulk gris, un Hulk qui ne ressort de nouveau que la nuit, en expliquant d'une manière, on va dire, rationnelle, pourquoi il sort la nuit et pourquoi il sort pas le jour, les influences de la lune, en essayant d'avoir, on va dire, un petit coup d'œil entre guillemets scientifique pour valider ce truc. C'était super intéressant. Et tu sens qu'au fur et à mesure des numéros, c'est une carte avec laquelle ils vont jouer un petit peu le côté horreur, mais sans jamais trop l'enfoncer. C'est ça. C'est vraiment par-ci À par-là. part donc l'épisode que tu disais où c'est John Ridgway. C'est lui qui dessine. Le dessin colle bien au ton de l'histoire, hein, donc Parfait. Ouais, rien à redire là-dessus. Mais c'est vrai que c'est le seul épisode horrifique complet. Parce que comme tu dis, sinon c'est une petite touche par-ci par-là, comme avec Demi-Vie qui apparaît en fin d'épisode, qui rappelle ce petit côté horreur. Et c'est vrai que même dans la façon dont les dessinateurs, donc Todd McFarlane et le monsieur que tu as dit, que je ne me souviens déjà plus, la manière de... Ridgway, tu me connais. Voilà. Et dans la manière qu'ils ont à dessiner surtout le visage, c'est un Hulk que t'as pas envie de rencontrer la nuit en fait. Ouais. Il fait flipper. Il fait flipper. Même dans son phrasé, dans sa manière de parler, il est toujours dans la menace, dans la provocation. Il est un peu mauvais en fait au début de l'histoire. T'as l'impression qu'il est un peu mauvais. Ouais. Carrément. Comme le Hulk. Le premier Hulk gris, celui de Stanley Kirby, il est vraiment, vraiment mauvais. Il envoie chier tout le monde. Il se sent supérieur. Enfin voilà quoi. Et son seul point faible, finalement, c'est Banner. C'est ça. C'est son seul point faible. Et parce que à la fois Banner peut évidemment essayer de faire disparaître Hulk par des procédés scientifiques, et en même temps, c'est son point faible parce que si Banner se fait tuer le jour, c'est fini pour Hulk la nuit. Et Banner est un chétif petit humain. Et alors, sans trop rentrer, tu vois, dans les dessins, mais il y a un truc que j'ai remarqué, et c'est pareil, je l'ai remarqué à la relecture, sur l'aspect horrifique. Tu peux regarder à chaque fois, dans chaque épisode, à aucun moment, Hulk, quasiment aucun moment, 98% du temps, il ne se tient droit. Il est tout le temps recourbé, voûté, les jambes ne sont jamais dépliées, il est tout le temps un peu ramassé comme une espèce de gargouille. Tu vois ? Et donc, évidemment, avec cette gueule toute particulière qui ne cessera d'évoluer au fur et à mesure des épisodes. Et ça, je pense que c'est vraiment clairement fait pour renforcer ce sentiment un petit peu horrifique. Et encore une fois... Ce sentiment de voir Frankenstein, en fait. Ah ouais, une sale bête, quoi. Vraiment impressionnant de voir un gris comme ça, avec les vêtements déchirés, voûtés. C'est vraiment ça. Et là aussi, parce que bon, après McFarlane, c'est Purves. On va peut-être ramer un petit peu à ce moment-là, mais bon, on va s'accrocher. Et tout de suite après, c'est Dale Keown, et donc il arrivera avec un autre concept. Et là, ce sera intéressant de remettre en relief le Hulk de McFarlane et le Hulk de Dale Keown qui n'ont plus rien à voir déjà dans la posture. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que tu as pensé ? Enfin, je sais pas, déjà, si tu veux rajouter quelque chose sur l'histoire, parce que j'ai beaucoup parlé. Non, en fait, j'ai bien aimé aussi parce qu'on connaît, hein, Banner, c'était un petit garçon battu à l'époque. Ouais. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à l'époque, ou en tout cas dans cette histoire au début, il défend son père. Quand il y a un moment, il y a Rick Jones qui lui fait une réflexion du genre... parce qu'on voit un petit garçon se faire un peu bousculer par son père dans une fête foraine, en gros, Banner de dire un truc du genre ouais, mais bon, le petit, ça a l'air d'être un petit con. Et je crois que c'est Lee Jones ou Quatermain, donc le mec du Shield qui est avec eux, dans une sorte de road trip à un moment, et qui lui a dit pourquoi tu le défends, ton père c'était pareil, et il dit oui, mais c'est tant difficile. Il lui cherche des excuses, et ça j'étais étonné quand on connaît, quand on en connaît un peu plus, dont l'histoire d'Immortal Hulk, où il y a son père qui apparaît donc.
et où il en parle. Et ouais, ça m'a un peu étonné. Et puis les deux dernières histoires, donc ce que je disais donc avec Wolverine, Ouais. c'était bien cool. C'était bien Putain. cool parce que, et Putain en plus, d'épisode. putain, l'épisode, et tu tombes dans une période où visiblement Wolverine s'est assagi et veut plus se battre en fait. Parce qu'il se retrouve contre Hulk plus ou moins par erreur. Et lui veut pas se battre, et Hulk, c'est Hulk qui veut du sang en fait. Donc ça, j'ai trouvé ça très cool. Et le dernier numéro, donc avec cet homme taureau, visiblement, qui Ouais. terrorise un village, Il y a ça aussi que petite je dois histoire rajouter. classique, mais qui passait bien. Et puis, ben, voilà, Hulk pouvait s'identifier un peu à lui et vice versa. Cette créature qui a terrorisé les habitants et que les fermiers voulaient chasser. Un petit numéro qui est un peu à part du fil rouge et de l'histoire principale, mais qui était très cool et qui passait très bien. Donc non, sur l'histoire, en général, moi, c'est vraiment très bien passé. Comme je disais, on a beaucoup de choses, mais tout s'imbrique bien et on s'ennuie pas une seconde. Et tu vois, alors juste pour revenir sur le Hulk Wolverine, c'est le Incredible Hulk 340 avec. Donc, c'est une reprise de cette couverture-là, mais cette couverture, franchement, légendaire. Par Todd McFarlane, avec le reflet de Hulk dans les griffes de Wolverine. Putain d'épisode. Bon, il est mené intelligemment au niveau du scénario et bon, ça défouraille salement, donc c'est vraiment balèze. Ah, c'est un épisode baston presque. Ouais. Et tu vois, l'autre truc que j'ai trouvé super intéressant, et je trouve qu'il s'est perdu vraiment au fil des années, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments où Peter David il va faire référence à l'homme taureau, vous l'avez vu, en gros, grosso modo, dans des épisodes de Spider-Man. Et tac, à un moment donné, de Spider-Man, je me rappelle plus, ou Daredevil, je me rappelle plus, mais en gros, l'homme taureau, il a été créé déjà dans une autre série. Et il intervient là parce que, en fait, c'est un personnage qui traverse l'histoire, la grande histoire de Marvel et qui est réutilisé à un moment donné. Il y a le gamin dans la fête foraine. Tu vois, c'est pareil, c'est ce gamin-là. Là, pour le coup, je suis sûr que c'est avec Spider-Man qui est utilisé à un moment donné dans des épisodes de Spider-Man, où on croit dans ces C'est pas le épisodes-là gamin de qu'il est la fête mort. foraine. C'est le gamin. En fait, il y a un moment, donc, pendant le road trip, Quatermain, il dit, je connais un mec qui a des codes pour voir, en Ah ouais, gros, pour exact. pirater les dossiers du Shield, pour voir où sont les bombes gamma. Et il se rend chez ce mec qui visiblement a un petit garçon. Et ce petit garçon, en fait, était apparu dans un épisode de Spider-Man. Et visiblement, dans l'épisode de Spider-Man, il était tué par balle sous les yeux de Spider-Man. Sauf qu'on apprend que non, en fait, il n'avait pas été tué. Et il a été placé sous protection judiciaire par le Shield, en fait. Voilà, avec un faux père adoptif, Faut père mais adoptif. aussi du coup, c'est devenu son père, quoi, au final. Oui, C'est voilà. devenu son vrai père adoptif, mais voilà, le Shield avait fait en sorte, en gros, qu'il ne se retrouve pas tout seul. Et ça, tu vois, c'est pareil. Tu vois, un truc qui te donne vraiment le sentiment de faire partie d'un seul et même univers connecté. Mhm. C'est que dalle, hein. C'est ça. Mhm. Mais, Les petits mais, détails. mais, mais, Mhm. mais pour faire ça, il faut des scénaristes qui jouent le jeu. Et Mhm. puis, il faut une rédaction qui fasse en sorte que les gens communiquent entre eux. Et c'est des trucs que je trouve super cool. Et pour te faire un parallèle, on va dire vraiment typiquement d'actualité, mais dans la maison d'en face chez DC, je trouve que c'est ce qui s'est perdu là ces dernières années, où chacun en fait travaille complètement dans son coin. Et Bon, c'est alors, pas le parti petit pour voisin d'à s'améliorer. côté, ouais, ça C'est un risque autre d'être débat, d'actualité mais quelque temps. c'est vrai. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Eh bien non, mais quoique, méfiez-vous. Mhm. Enfin voilà quoi. Et ça fait partie des trucs, tu vois, que j'ai vraiment aimé. Ouais. Comme l'épisode en fait sur la fête foraine. Peut-être que je me trompe, mais pour moi c'est pas anodin parce que je me rappelle étant gamin d'avoir des Hulk Artima, tu sais, vraiment les grands formats, et notamment il y avait un grand format où c'était Hulk et le petit garçon, et c'était tout un épisode qui se passait en fait dans une fête foraine. Et tu vois, je trouve que ça faisait un petit peu Mhm. redondant, genre un truc que tu fais revenir comme ça, comme une sorte d'hommage. Et c'est un putain de bon épisode, hein, d'ailleurs. C'est un jour, tu as l'occasion. Bah d'ailleurs, Vraiment balèze.
dans cet épisode de la fête foraine, justement, à un moment, on voit Banner qui se retrouve près d'une sorte de galerie des glaces où il y a plein de miroirs. Et on voit Hulk qui essaye de taper. Donc son reflet, c'est Hulk gris qui essaye de taper le miroir pour sortir, en fait, des cases, comme on a pu voir même dans Immortal Hulk. Quand Banner voyait son reflet quelque part et Hulk essayait de sortir, en fait. Ça, je trouvais ça Et très tu cool. vois, c'est un poil décousu, mais c'est ma faute. Mais tu vois, donc c'est vrai qu'il y a ce thème-là des enfants battus qui est abordé, et du fait que parfois, eh ben, les enfants sont tellement victimes qu'ils en viennent à protéger leur bourreau, même si c'est leur père. Et C'est il y a eu encore et terriblement dans d'actu. la même intégrale, il y a aussi, de la même façon, c'est traité à peu près les femmes battues. C'est ça. La femme qui défend son mari, mais non, il est gentil quand même. Et oui, c'est Voilà. aussi traité. Et ça, tu vois, ça fait partie des trucs qui, tout au long en fait du run de Peter David, il y a des thèmes comme ça. Ce ne sera pas toujours ceux-là, mais il y en aura toujours des thèmes que j'ai toujours trouvé marquants en fait, qui vont revenir à plusieurs moments. Et je trouve que c'est super intéressant. En plus, c'est fait intelligemment. C'est pas C'est enfoncé vrai. dans la gorge, Non. tu vois, du lecteur. C'est que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, en fait, ce message, tu l'as devant les yeux, il est bien fait. En plus, c'est servi par Todd McFarlane, donc vraiment. Et alors, non, je crois que c'est à peu près tout, tu vois, ce que j'avais retenu, tu vois, sur les grands thèmes. Si, il y avait les codes couleurs que je trouvais intéressants, où le Hulk vert, normalement, ben, il est vert, et puis là, il a son pantalon violet. Et là, étant donné que c'est le Hulk gris, et ben, il aura tout le temps un pantalon bleu. Ouais, c'est vrai. Avec une chemise blanche, tu vois. Il y a les codes couleurs comme ça qui vont un petit peu changer. Et sinon, la partie qui est quand même hyper intéressante, notamment pour les gens comme toi qui aiment Todd McFarlane, c'est d'avoir la possibilité de regarder ses quasiment tout premiers travaux, et avec une grosse évolution. Oui, parce qu'après, il va faire encore pas tout, mais il va faire 89. Ouais. L'année 89, mais pas tout, il va vite. Ensuite, il va vite passer sur Spider-Man, du coup. Il va vite passer sur Spider-Man. Donc, à cette époque, retourner sur les. Enfin, c'est quelques années après, mais qui fera la mini-série Torment, avec Spider-Man, le lézard et compagnie, qui Putain, visuellement ça. est ouf. Visuellement, c'est complètement dingue. Et même encore donc, ouais. maintenant. Totalement novateur, même Ah encore oui, maintenant, je trouve. ouais, non, clairement. Il est sorti en Marvel Icons chez Panini. Je sais pas s'il est encore dispo, mais franchement, foncez parce que putain, c'est un sacré truc. Hein. C'est très violent, par contre. C'est très violent, c'est très, très sombre. Mais ouais, se dire que ouais, c'est quand même Todd McFarlane, quoi. Comme il le dit à un moment, Peter David, c'est comment j'aurais pu deviner que le mec, peu de temps après, il allait devenir millionnaire, fonder avec Jimmy Lee et compagnie Image Comics, sortir Spawn, créer des figurines. Le mec, c'est devenu un businessman. Quoi. Si je peux me permettre. Là, ça, tu vois, le petit coup Permets-toi. d'œil, c'est pour Jules, ça. Juste sur Todd McFarlane, j'ai écouté, alors c'est pas que sur Todd McFarlane, mais c'est super intéressant. Un podcast en fait de Comics Fair. Tu l'as écouté sur Marvelman? Ah non, celui-là, je l'ai pas encore écouté. Sur Miracleman. Marvelman. C'est Marvelman. Ouais, Marvelman. D'accord. Et donc il parle de tout un tas de monstres sacrés de l'industrie, et notamment à un moment donné de Todd McFarlane. Et si vous avez l'occasion, c'est sur tous les agrégateurs de podcasts qui puissent exister. Et c'est tout simplement, mais génial. Et Spades et Grey Pigeon, c'était pas prévu qu'on en parle, mais je le dis. De toute façon, ils font toujours un travail de dingue, de recherche, pour raconter, si tu veux, vraiment des petites anecdotes. Et si vous êtes vraiment un passionné de comics et que vous avez envie de découvrir un petit peu ce qui se cache derrière et de découvrir le décor, Comics Fair. Et notamment cet épisode sur Marvelman, je crois que ça dure 1h30, et totalement génial. Et t'apprends, j'ai appris des trucs sur Todd McFarlane où tu te dis, c'est une putasserie sur d'autres trucs, tu vois, mais
Pour ça, faut aller écouter, quoi. Et sinon, sur le dessin, parce qu'entre entre le début et la fin de cette intégrale, il y a une sacrée évolution. Ouais. Qui dépend aussi beaucoup de l'encreur. Absolument. Mais il a révisé, mon coco. Parce que, par exemple, il y a un numéro, je crois, où c'est... Alors, je l'ai noté parce que là, comme ça, je pourrais plus te redire. C'est Fredericks. Donc, qui ancre un numéro de McFarlane. Et c'est pour te dire, à un moment, je me suis dit, mais on a changé de dessinateur, en fait. Il gomme la finesse du trait de McFarlane, qui est quand même plein de détails et fin. Hein, son dessin est fin, aérien, avec plein de petits détails. Et le mec arrive avec des crayons gras, quoi. Mais comme un gros salaud. Et on reconnaît plus du tout son style. À l'inverse, quand c'est les numéros avec l'encreur Jim Sanders 3, ils ont des numéros dans leur nom de famille, donc les gens. C'est un copain à James Stadion. Fort. Et ben là, c'est respecté. Là, c'est respecté. Tu vois, en fait, et tu le vois très bien, c'est que Jim Sanders 3, à un moment, tu as les deux derniers numéros, donc celui avec Wolverine et le dernier avec l'homme taureau. Et tu mets les deux à côté, c'est quasiment le même style. Enfin, c'est vraiment les dessins, tu as l'impression que c'est vraiment les mêmes. Et à ce moment-là, déjà, le dessin de Todd McFarlane a vachement évolué, tu vois, je trouve. Et le dernier épisode, il est dessiné et ancré par McFarlane. Et l'avant-dernier, donc avec Wolverine, il est dessiné par McFarlane et ancré par Jim Sanders. Et c'est les mêmes, en fait. C'est vraiment, au niveau de l'ancrage, il a hyper bien respecté le truc. Tu vois. Tu sens qu'ils ont discuté, qu'ils ont travaillé. Ah donc, ouais, vraiment. Mais en plus, je crois que c'est, si je te dis pas de conneries, les 3 premiers épisodes, il y a 3 encreurs successifs, 3 encreurs différents. Oui, c'est ça. Et tu sens que Fredericks. L'idée, c'est... Ouais, c'est ça. Oui, je sais plus l'idée, exactement. c'est de Pablo Marcos, Fred Fredericks et Kim Demulder. Ouais. Voilà. Et tu sens vraiment l'idée, c'est d'uniformiser le dessin. C'est à la limite, peu importe qui dessine, l'important c'est que tout se ressemble. Voilà. Vraiment, moi c'est le sentiment que j'ai eu. Et à partir du moment où c'est Sanders Free qui commence à l'ancrer, là tu sens que, alors, est-ce qu'ils ont commencé à discuter? Est-ce que Sanders Free il a commencé un petit peu à respecter beaucoup plus en fait le travail de McFarlane? Est-ce que McFarlane s'est aussi amélioré? Mais tu sens que boum, d'épisode en épisode, tu vois le Hulk évoluer, quoi. Et c'est vraiment frappant sur les deux derniers épisodes. Franchement, quand tu passes du 3e, donc en partant de la fin, à l'avant-dernier, quand tu as vraiment Wolverine qui arrive, l'épisode avec Wolverine là, c'est ouf. Au niveau des traits du visage, la musculature, toutes les petits reliefs sur les muscles qui font vraiment les arcades sourcilières, les arcades. Et quand Wolverine est énervé et que tu vois vraiment, voilà, comme tu dis, ses arcades sourcilières, son nez, tu vois vraiment tous les petits muscles, les traits fins et tout. Et pourtant c'est Jim Sanders donc qui l'ancre. Là, à ce moment-là, on est vraiment dans le style McFarlane qu'on gardera par la suite, en fait. Et ouais, mais complètement. Et le truc qui est marrant, c'est de retrouver déjà à ce moment-là des trucs qui permettent d'identifier la patte de McFarlane. Dans le découpage des cases, c'est un truc que je me rappelle avoir beaucoup vu en fait dans ses premiers spawns, les cases tout en longueur. Ouais. Très étroites, mais tout en longueur et qui permettent simplement, tu vois, de voir un œil, un morceau du visage comme ça. Et ça te dynamise une action, et ça, je l'ai pas vu chez d'autres dessinateurs, et très particulier à l'époque. Et vraiment... Il avait déjà son style bien à lui. Hein. Ouais. Et un truc aussi, tu vois, c'est Hulk, il a souvent les vêtements déchirés, et tu regarderas la manière en fait dont c'est déchiré, le drapé, le dentelé en fait des habits, et ben c'est les mêmes contours que la cape de Spawn. Ah oui. Tu vois,
Et, Ouais, ouais. et putain, c'est que dalle, hein. Mais moi, c'est des trucs que je trouve dingue parce que tu te dis, le mec, il est à quelques années de travailler sur Spider-Man, de faire Spawn, vraiment, tu vois, Ouais, de gros truc, quoi. s'affirmer complètement. Et tu vois que le mec, en fait, il a déjà tout sous la pédale et, et que peut-être il s'en rend même pas compte lui-même à ce moment-là. Mhm. Et c'est ça que je trouve vraiment fascinant. Et voilà, c'était un gamin, quoi, à l'époque. Hein. Et tu vois, alors par contre là je ne sais plus au niveau des années, mais je sais que McFarlane a dessiné le Spider-Man de Michelini, donc Oui, notamment avec Venom. oui, Par contre, je pense, je suppose alors que c'est juste après Hulk ouais. qu'il l'a fait alors. Ah, normalement, oui. Hein. Et c'est parce que tu vois vraiment son style vraiment évoluer, et après ça, donc on est vraiment quelques 4-5 ans après tout ça. Et là, après, il fait Spider-Man à Torment, donc là, il a vraiment le style qu'il aura sur Spawn, etc. Ouais. Mais Ouais, et puis, ouais, enfin, quelle page de l'histoire de Spider-Man, là, ici. cette mini-série, c'était quand même quelque chose. Hein. C'était bon. C'était... C'était vraiment balèze, quoi. Ouais. Et, Et puis, on on le était redit encore une fois, dans le ton horrifique hein, aussi. Hein, donc, de toute façon, complètement. Spawn, hein. Bah, Spawn, qui va killer. bien, McFarlane, C'est exactement, c'est ça. clairement. C'est sombre, c'est crasseux, voilà. Ça correspond bien. Et voilà, je sais pas si tu voulais rajouter autre chose sur, sur cette intégrale, une impression globale. Non, 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 c'est à peu près tout. Comme je disais au début de l'émission, ces deux intégrales-là, les McFarlane, à l'époque, je les avais pas achetés au moment de leur sortie, mais je crois que j'avais acheté les deux en même temps parce que c'était McFarlane, en fait. Mhm. Donc, c'était vraiment à l'époque où je redécouvrais un petit peu Spawn, que j'avais lu étant ado, mais que j'avais lâché, et donc du coup, j'avais repris. Et du coup, j'avais vu les intégrales-là, je m'étais dit, ah bah tiens, Hulk par McFarlane. Voilà. Surtout sur le tome 2 où on a ce Hulk gris massif, boursouflé avec Betty accrochée à son cou. Ah, là, Elle c'est pète tellement, l'apothéose. elle pète tellement cette couverture. Et, Puis le prochain intégral, c'est. ouais. Et du coup, je l'ai pas lu le prochain intégral parce que voilà, je vais le lire ensuite et on en reparlera. Et Et on fait, bah, comme pour les docs avec Darmouth, c'est-à-dire qu'on lit à peu près en même temps. à peu près en C'est-à-dire que même temps, lui, voilà. il le lit, moi, je le relis aussi, et on se pose. Et donc dans le prochain intégral, ce sera McFarlane, mais Purves, le dessinateur, qui sera aussi sur 89. Purves, Purves, 90, ouais, Purves, Purves, je sais pas trop. 80-90, ouais. Il sera sur fin 89-90. Bon, là, ce sera un autre délire, mais bon, on va encore un peu profiter de McFarlane, et puis voilà. Voilà. Là, il va falloir, avec Purves, il va falloir serrer les dents, mettre les cale-pieds, et profiter de Après, l'histoire. alors, j'ai été étonné, mais j'ai écouté Comic City récemment. Sam s'y est mis aussi aux intégrales Hulk, dont celle avec Perverse 90. Et il avait peur aussi du style, et finalement, il disait que bah, ça collait bien à l'histoire, en fait. Ça va, ça va. Donc, qu'il a eu un peu de mal au tout début, et qu'après, ça a été tout seul. Donc, ça me rassure un peu. Donc, voilà, je verrai. Et bon, de toute façon, on a le temps d'en parler, mais ce qui est surtout vraiment incroyable à ce moment-là, c'est le revirement quoi que Peter David fait. Enfin, Mhm. clairement, hein, il avait les clés de la série en main. Grosso modo, Bob Ross, il a dit fais ce que tu veux. Et tout le monde s'en fout de Hulk. Vas-y, fais ce que tu veux. Et le mec, il va se faire, enfin, il va écrire un truc qui même actuellement continue à marquer l'histoire du personnage. De toute façon, la marquera à mon avis à jamais. Mais c'est une autre histoire. Et je voulais, bah, j'avais fait l'impasse sur ce tome 1990 par Pervez parce qu'on m'avait dit que c'était tellement moche. Après, je me dis, c'est con, quoi. J'ai tout Hulk en intégrale, Peter David. Ce serait con d'avoir un trou, quoi. Oui, bon, ouais, je l'ai pris quand bah là récemment ils l'ont sorti Panini, je sais plus, il y a quelques mois. Ils ont sorti une réédition, donc je la prends 35 € du coup. C'est comme ça. C'est le jeu. C'est la vie, voilà. Mais au moins je l'ai. Et puis bah, je pourrais vraiment lire l'entièreté du run de Peter David. Et moi, ça me fait super plaisir parce que du coup, on est tellement pris dans les lectures successives, les sorties,
On le dit à chaque fois, mais c'est moi le premier, je m'autorise pas assez en fait à me poser, à sortir un petit peu de ce truc, tu vois, de acheter, Les lire la nouveautés, balle, nouveautés, ouais. ouais. Mm. Et de prendre ce petit temps avec toi pour relire, redécouvrir ça, et ben, ça fait super plaisir parce qu'il faut pas croire, hein, c'est pas des trucs, je les ai pas lus 50 fois. Et donc, bah, ça fait super plaisir de les relire, et en plus de les relire en étant, parce que de toute façon, on a de cesse d'apprendre sur les comics, leur Ouais, c'est vrai. création, nos goûts changent, nos goûts évoluent, et, et je l'ai vraiment redécouvert, quoi. Et j'ai vraiment pris un plaisir absolument incroyable, au-delà du personnage, mais c'est vraiment un délire, de toute façon, que j'aime bien, ces petits trucs un peu, voilà, qui donnent un peu le sentiment d'avoir fait l'histoire des comics, d'y avoir participé. J'adore redécouvrir ce genre de trucs. Honnêtement, je pense qu'on peut que le conseiller aux gens, avec quelques Ah, prérequis, ouais. mais ça fait quand même partie de la grande histoire de Marvel, de la grande histoire de McFarlane, et ce serait dommage de passer à côté. Ben, c'est ça, et aussi, quand j'ai lu, je m'attendais pas à autant aimer, en fait. Je m'attendais pas à autant aimer, et je me suis dit, bah, quitte à me faire tout le run de Peter David en intégrale, il y a des choses à en dire. Et pourquoi pas en Et t'as parler? pas vu la suite avec Delkion? Ah, Delkion. J'avais lu Ah le, putain! j'avais lu le dernier des Titans en Marvel Prestige. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon. Balèze, hein. Ouais. Balèze. Puis bon, bah, comme on disait en début d'émission, il y a Future Imperfect qui est dedans aussi, hein, dans ce run, hein, donc pour Georges Pérez. Hein. Genre, ouais. Après, Voilà. bah, c'est Gary Frank. Derrière, Franck. c'est pas encore paru, mais après, il y T'imagines aura Andrel Medina, Liam Sharp. Mais Liam Sharp, t'imagines les putains de dessinateurs qu'il y a eu sur ce run quand même. Ah ouais, non, mais Des le mec, légendes. il a fait une collection de mecs qui sont totalement dingues. Le seul, voilà, qui dénote un petit peu, c'est Purves, mais sur un Après, run de plusieurs années. plusieurs années, puis ouais, t'as l'impression que c'est un peu l'accident de parcours en fait. Ouais. J'ai trébuché en 90, merde. Bon, on repart bien en 91. Allez. Mais bon, c'est pareil, je serais curieux de savoir, tu vois, ce qu'il est devenu, comment il est arrivé là, comment il a été placé sur le titre. J'aimerais bien le savoir, ça. Ouais, c'est vrai. Enfin, ça, ce sera l'objet de la prochaine épisode. Exactement. On va pas donner de date pour dire qu'on sait qu'on va se revoir, parce que bah, pour l'instant, Faut déjà qu'on le lise. faut qu'on le lise, et puis de toute façon, on est dans une démarche cool. Oui, c'est clair. On n'est pas dans un délire de vite produire, on s'en va les couilles. Ce qui est intéressant, c'est de partager. N'hésitez pas à nous faire des retours sur cette petite émission. Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que ça peut éventuellement vous aider, vous convaincre à vous lancer dans ces intégrales Hulk? Est-ce que vous avez appris quelques petits trucs qui peuvent être intéressants à notre contact? En tout cas, on l'espère. Et puis, si c'est pas le cas, j'espère qu'au moins on a partagé avec vous un agréable moment. Et puis, je pense qu'on peut se dire à très bientôt. À très bientôt. Tu as une magnifique bibliothèque. Toi aussi. Ah, moi, c'est que ça, c'est les coulisses. On vous dit à très bientôt, et une grosse bise. Salut, prenez soin de vous, mettez des masques, tout ça, tout ça. Geste Salut. barrière. Bisous. Geste barrière.